Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mercredi 15 juin, ce lundi 15 juin 2026. C'est sans doute une nouvelle approche pour une gouvernance plus efficace du pouvoir au Bénin. L'instauration des postes de ministres conseillers pour couvrir le volet politique du chef de l'exécutif. L'idée a germé depuis le régime Talon et continue aujourd'hui de faire son petit bonhomme de chemin. Le président Romuald Wadani, à la suite de la formation de son gouvernement, a procédé il y a peu à la nomination des ministres conseillers, une démarche diversement partagée au sein de l'opinion. On table ce soir sur cette pratique qui visiblement entre dans les habitudes de gouvernance en République du Bénin. En plateau, Jules Léandre Kiti. Jules Léandre Kiti, bonsoir. Bonsoir Wakab, bonsoir à tous. Vous êtes en face de Armand Videgla. Armand Videgla, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, ça devenu une forme, pour ne pas dire désormais une habitude au Bénin, au-delà donc des ministres, membres du gouvernement. On a également des ministres conseillers. Quel commentaire vous avez à faire, Jules Léandre Kiti? Bon, comme à mon habitude, lorsque je veux apprécier une situation, la toute première et bête question que je me pose, c'est de savoir est-ce que c'est légal? Est-ce que celui qui le fait est habilité à le faire? Il est fondé au regard de l'arsenal juridique qui organise les activités institutionnelles dans notre pays. Est-ce qu'il est fondé à le faire? Oui, la réponse donc c'est oui. Le président Romuald Wadani, président de la République, est autorisé à nommer des ministres conseillers ou à nommer beaucoup d'autres conseillers, des chargés de mission et des personnes autour de lui pour atteindre son objectif. Le plus important, c'est que dans le contrat social avec le peuple, on puisse savoir à quoi retourne le rôle de ces personnes-là et qui sont appelées, donc qui vont certainement être payées par les deniers publics. Et ça, on a eu la chance de savoir à quoi ça sert les ministres conseillers, parce qu'il y en a eu qui ont été nommés sous le président Talon, le prédécesseur de Romuald Wadani. Ils étaient 12 comme aujourd'hui 12. Et pour ceux qui seraient tentés de faire un rapprochement avec les 12 départements du Bénin, le président Wadani a été déjà clair en disant que ce n'est pas pour représenter des régions, mais c'est pour être beaucoup plus, je vais résumer, dans la promotion de l'action du gouvernement. Et c'est des gens qui ne manquent pas de technicité. La preuve, c'est qu'ils sont choisis pour être ministres conseillers, rattachés directement au président de la République dans différents secteurs. Donc, ça permet que les ministres membres du gouvernement puissent être dans les dossiers, dans l'opérationnel, mais puisque c'est bon également qu'au fur et à mesure, dans chaque secteur, il y ait quelqu'un qui est l'écoute du chef de l'État pour être en train de promouvoir en même temps, en dehors du travail colossal que fait déjà le ministre. On va revenir, je dirais, sur les rôles, les fonctions, je dirais, de ces ministres conseillers, et puis on verra de quoi cela retourne. Oui, Armand Videgla, quel commentaire vous avez? On se dit désormais, on a des ministres membres du gouvernement, on a également à côté des ministres conseillers. Vous avez quel commentaire? Oui, et puis ce n'est pas nouveau. Oui. En fait, ce n'est pas nouveau. Normalement, il ne devait pas avoir assez de débats, on ne devait pas avoir grand débat, parce que on avait déjà débattu de cette affaire-là, je crois, entre 2003 et 2023 et 2024, et puisque le président Talon à l'époque a voulu avoir un collège de ministres conseillers. Et je crois au départ, il y avait même un décret qui a institué cela. Le décret même est passé en contrôle de conformité, je crois, au niveau de la Cour constitutionnelle. Et donc, avec tout ça, nous ne devons pas en réalité avoir de débat. Maintenant, le débat se pose où? Est-ce que le débat se pose parce que nous avons un nouveau président? Le nouveau président a voulu continuer parce que le nouveau président est dans la continuité et a voulu continuer. En réalité, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé? Et tel qu'on voit les ministres conseillers, tel qu'on a vu le collège, en réalité, il semble que c'est le terrain. C'est-à-dire qu'eux, ils jouent la médiation entre le terrain et le gouvernement. D'accord. Bon. Un peu pour dire que les ministres, disons, les ministres titulaires sont des ministres bureaux et que les autres sont des ministres qui sont beaucoup plus sur le terrain. C'est comme ça vous prenez ça. Acceptons ça comme ça. Je ne le prends pas comme ça, mais acceptons-le. Parce que il y avait quand même un vide. Et un vide un tout petit peu communicationnel. C'est vrai que la machine de communication du gouvernement travaillait très bien, mais il y avait ce vide-là à aller directement au fin fond et au fin fond de nos localités, surtout à travers les hommes politiques. Surtout à travers les hommes politiques. Et la réflexion qu'il y avait eu à l'époque, quand vous suivez très bien, vous montrez que
et le président Talon, à l'époque, avait remercié les hommes politiques à travers cette affaire de ministre conseiller. Bon, quand on le dit comme ça, ce n'est pas véritablement faux, parce que le décret a dit que ce sont les partis politiques, je crois, représentés à l'Assemblée nationale, qui vont composer le collège des ministres conseillers. Et dans la pratique, c'est ce qu'on avait observé. Et ce sont ces représentants-là sont de la majorité présidentielle. D'accord, oui. Voilà. Est-ce que vous voyez, je dirais, les ministres conseillers comme étant des éléments qui couvrent les activités politiques, le relais de l'action gouvernementale sur le terrain, et que peut-être les ministres titulaires se contentent de la technicité dans les bureaux, l'action au niveau de l'exécutif? C'est oui et non. Oui, parce que quand on suit le discours qui a accompagné l'avènement de la notion des ministres conseillers au Bénin, eh bien, il était dit que, entre autres, que les ministres qui sont membres du gouvernement, qui sont titulaires des portefeuilles, sont suffisamment occupés par la pression du travail au quotidien, d'accord, pour ne pas avoir le temps d'aller sur le terrain pour être en train d'évaluer en même temps l'impact des actions du gouvernement sur les populations, recueillir les aspirations, les besoins des populations, remonter l'information vers le président de la République. C'est d'ailleurs pourquoi ils sont rattachés au président de la République, d'accord? Et donc, ce n'est pas des gens qui sont des cadres collaborateurs des ministres qui sont titulaires des portefeuilles. Ils dépendent du chef de l'État. Ça veut dire quoi? Ils sont sur le terrain. Ils regardent le côté politique des choses. Le côté politique des choses, ne voyons pas ça toujours comme simplement des activités, de la propagande. Non. Et quand vous êtes, je reviens encore à l'idée du contrat social, quand vous êtes un chef d'État et vous êtes un gouvernement, vous êtes en train de réaliser des choses au profit des populations, c'est bien pour leur bien-être. D'accord. Alors, le ministre qui est titulaire du poste et qui est en train de travailler avec acharnement à exécuter le programme, un pan du programme d'action du gouvernement, peut ne pas avoir le temps en temps réel pour savoir ce que la population est en train de penser de ce qui se passe. Et vous voyez... Il peut être très absorbé, je dirais, par ces dossiers, n'est-ce pas, au bureau, et ne pas avoir l'oreille qu'il faut au niveau des populations. Et il a le temps, quand il aura le temps d'aller recueillir ces aspirations-là, peut-être que ce serait en retard des choses qu'on peut aménager. Moi, j'ai eu la chance d'accompagner des ministres dans la gestion de leur image, et ça, avant l'avènement des régimes Yahi Boni et Talon, observé, et même sous Yahi Boni, quand les ministres étaient nommés, le ministre passait 6 mois ou 1 an à faire tourner dans toutes les structures sous tutelle du ministère. Aujourd'hui, vous n'avez plus ça. Mais par contre, le ministre conseiller, quand des actions sont en train d'être menées, le ministre conseiller peut être sur le terrain, pas pour dire le président de la République est le champion du monde, non. Est-ce que les gens n'ont pas compris pourquoi on est passé de tel ou tel pourcentage d'accès à l'eau potable dans cette zone? Pourquoi ce n'est plus allé à tel rythme? Et les mesures qui sont prises aujourd'hui, lorsque le gouvernement a décidé, lorsque le ministre porte-parole du gouvernement et les ministres sectoriels, par exemple le ministre de la Santé, ils sont allés au devant de la presse pour faire conférence de presse. Alors, dans le dernier retranchement du Bénin, le ministre conseiller en charge de la santé, par exemple, devrait pouvoir, si le chef de l'État tourne sa tête pour lui dire « Ah, mais sur le terrain, voilà comment les gens sont en train de mettre ça en application. Voilà comment le dernier citoyen, dans son retranchement, est en train de percevoir la chose. » Il faut expliquer. Et cette ministre-là va continuer à percevoir, je dirais, le ministre conseiller comme l'intermédiaire entre le chef de l'État et en même temps les populations. Mais oui, on peut prendre ça comme ça. Oui. D'accord. Vous trouvez les ministres conseillers comme les oreilles, en tout cas ceux-là qui sont beaucoup plus proches des ministres titulaires des portefeuilles ministériels plutôt que du chef de l'État, ou les deux à la fois? C'est les deux à la fois. Ah bon? Oui, c'est les deux à la fois. On les sent rattachés beaucoup plus au chef de l'État. On se demande quelle est leur proximité avec les ministres dont ils sont conseillers. Non, il doit avoir une proximité. Vous ne pouvez pas gérer
d'une certaine manière les portefeuilles des autres sans vous rapprocher de l'administration, sans savoir ce qui se passe dans en fait, il y avait, avant les ministres conseillers, avant 2021, il y avait l'unité présidentielle, on s'appelle les UPS, l'unité présidentielle de suivi à l'époque. Donc, il y avait aussi, ce sont des chargés de mission du président de la République. Donc, dans le suivi des actions, notamment au niveau du PAG. Mais je crois qu'en 2021, les UPS, je ne sais pas si les UPS ont été supprimés ou pas, mais on n'a pas eu droit aux UPS. D'accord. Voilà, aux UPS. Je ne dis pas que c'est exactement la même chose, mais ce collège de conseillers il y avait quand même une nécessité d'instaurer ce collège de conseillers. Mais de toutes les manières, nous sommes là aujourd'hui, on ne va pas... je crois que le ministre porte-parole du gouvernement reviendra encore dessus pour expliquer mieux que nous. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement? Et qu'est-ce qui se dit actuellement? Bon, il se dit, selon ce que moi rapportez-nous ce que vous entendez. Non, ce que j'entends, que les ministres conseillers constitueraient une grosse manne accrochée le train de vie de l'État. D'accord. C'est-à-dire qu'on parle du train de vie de l'État. Est-ce que normalement, on a des FDA à 24 ministres, et puis après, on va chercher encore, voilà, qui sont pratiquement au même rang. D'accord. Et donc, pourquoi est-ce que nous devons aller encore là? D'accord. C'est une question qui se pose. Et le citoyen a le droit quand même de se poser des questions. Ce débat, ça se fait également, vous allez poursuivre tout à l'heure, ça se fait également sur les réseaux sociaux. On entend, n'est-ce pas, que les ministres conseillers sont budgétivores, ça vient alourdir le train de vie de l'État, etc. Et qu'on se pose finalement la question, quelle est l'utilité, je dirais, de ces ministres conseillers? Non, je pense que ceux qui continuent de se poser cette question ou de poser cette question dans des espaces publics et sur un ton presque de dénonciation, ils se trompent. Ils se trompent parce que quand on a fini de dire que c'est légal, celui qui a pris cette décision est en droit de la prendre. C'est vrai, il est au service de la nation. Quand on a fini d'expliquer le rôle qu'il joue aux côtés du chef de l'État, pour renforcer le travail que les ministres membres du gouvernement sont en train de faire et qu'on a pu expliquer que ce n'est pas exactement la même chose qu'ils font, donc c'est complémentaire. Toute personne qui veut comprendre devrait comprendre qu'ils sont utiles. Maintenant, je vais poser une question pour continuer à m'expliquer, à me justifier, pour montrer la pertinence de cette option faite. Et si le président de la République avait formé un gouvernement de 40 ministres, il aurait violé quelle loi? Non. Et on allait voir beaucoup plus dans la nomenclature choisie, est-ce que les portefeuilles sont pertinents? D'accord. Vous voyez, pour en arriver à 24 ministres, on a dû par exemple chercher formation professionnelle, rattacher ça à l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, pour ne choisir que ça. Il y a des réaménagements du genre. Mais quand vous observez ce gouvernement de 24 membres, vous avez par exemple, au niveau de l'économie et des finances, pourquoi les gens ne se sont pas posé la question de savoir, au lieu qu'on ait, comme ce fut le cas sous Patrice Talon, un ministre des Finances et de l'économie et de la coopération qui fasse tout. Aujourd'hui, il y a 3 autres ministres autour de lui. Autour de ce ministre. Pourquoi c'est pas? C'est une option d'un chef d'État qui dit je veux mettre l'accent sur tel domaine prioritairement parce que j'ai des challenges à ce niveau. Alors, si il fait 24 ministres dans le gouvernement formé au soir de son investiture et qu'il nomme un ministre porte-parole du gouvernement, heureusement, des gens ne sont pas sortis pour dire pourquoi il nomme un ministre porte-parole du gouvernement. Mais il sait que celui-là a un rôle à jouer. Et quand il va jouer son rôle, comme il sait si bien le jouer, mais par rapport à la nécessité pour les populations d'être informées en temps réel et en direct speech et parfois dans la présence physique des dirigeants, ben voilà, les 12 ministres conseillers sont là pour le faire. Maintenant, pour ce que ça coûte à la nation, moi je voudrais attirer l'attention de ceux qui nous suivent sur un petit principe très rapidement qui, en matière de gestion, c'est un principe sacro-saint. C'est-à-dire quoi? S'il faut que vous ayez un personnel de 10
agents, en plus de vous-même, 11, pour que la délégation de pouvoir, de façon claire, les missions soient données et que vous produisiez de la richesse à un rythme très élevé. Par exemple, pour avoir un chiffre d'affaires peut-être de 2 milliards, si vous vous permettez de dire, ah non, je ne veux pas avoir un personnel de 11 agents, je veux avoir un personnel de 5, mais qui au bout de l'année vont produire peut-être 200 millions, alors qu'avec 1 milliard de chiffre d'affaires, vous allez payer correctement les 11 agents et vous allez faire encore produire plus. Le plus important, c'est de ne pas avoir, vous allez m'excuser l'expression, de ne pas avoir des mythoïdes, des gens qui sont là, qui les a les murs, qui ne servent à rien et qui sont juste là. Alors ça se dit, comme vous le relevez tout à l'heure à ma vidéo, n'est-ce pas, qu'on a affaire, je dirais, à une équipe budgétivore, ça pèse sur, je dirais, l'argent du contribuable et autres. Vous voyez les choses de cette même manière? Ah, ça dépend. Oui, ça dépend. Chacun voit de la manière dont vous voyez ça de quelle manière, il peut voir. Non, la deuxième chose, moi je ne vois pas. Moi je ne vois pas. Ce qui s'est passé, c'est que depuis 2024, nous avons eu des ministres conseillers. Et que ça commence donc par rentrer dans les habitudes. Et que cela coûte quelque chose hier, que cela coûte quelque chose aujourd'hui. Nous avons élu un président de la République. En élisant le président de la République, nous lui avons donné les moyens. D'accord. Et que ce soit les moyens matériels, que ce soit les moyens humains, que ce soit les moyens financiers. Et donc le président de la République choisit parmi nous, donc il fait l'option, comme dit ceux qui peuvent l'aider à travailler. D'accord. Parce que nous, qu'est-ce que nous voulons? C'est la finalité. C'est la finalité. Nous voulons que le président travaille pour nous. Nous voulons que nos conditions de vie s'améliorent. C'est ce que nous voulons en fait. Et donc, qui travaille avec 1000 personnes ou qui travaille avec 10 000 personnes, ou que les caisses de l'État soient, soient trop lourdes, ou les caisses de l'État soient trop allégées pour que les caisses de l'État puissent saigner, comme on dit. Pour les payer, en réalité, c'est lui qui connaît le fond de la caisse. D'accord. Nous lui avons confié nos moyens financiers, mais il connaît mieux le fond de la caisse que nous. Il en a géré, il a même géré pendant 10 ans. Non seulement ça, il n'a pas géré non seulement qu'il a géré pendant 10 ans, qu'il connaît bien le fond de la caisse. Et donc, quand il connaît le fond de la caisse, il sait combien peut lui coûter ce ministre. Et donc, combien cela peut rapporter en termes de gains collectifs. Voilà. Et parce que nous sommes aussi en politique. Et donc, ça peut avoir des gains politiques. Tout ça, ce sont les hommes politiques qui ont été nommés. La deuxième chose, ce n'est pas fini. Parce que la deuxième chose, c'est comme si c'est une certaine pression. Des hommes politiques ou des partis politiques à ce qu'il y ait le collège conseil. Pourquoi? Parce que au lendemain de la formation du gouvernement, il y avait eu quand même de petits bruits de vote à gauche, à droite. Ça a boudé au niveau de certains partis de la mouvance. Et donc, on se dit, ou bien ils ont mis la pression sur le président de la République, et comme ils ne sont pas satisfaits, on a dit, comme on avait déjà cette affaire-là de collège de conseillers, on allait, et puis, apparemment, ils ne sont que deux. Non, la troisième chose que je veux dire, c'est-à-dire que quand on allait vers 2026, c'est-à-dire que les élections de 2026, le collège de ministres conseillers avait fait un grand travail. Vous voyez? Et donc, Romain Wadaï, mais il vient au pouvoir. Mais le collège des ministres conseillers fait partie de cet arsenal-là sur lequel on s'est appuyé quand même pour que lui parvienne au pouvoir. Voilà. Et donc, il ne peut pas venir au pouvoir et supprimer cette affaire-là. Vous considérez ça comme un retour de l'ascenseur? Moi, je considère ça comme un retour. Alors, quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse d'une pression politique ou de la pression des partis politiques ou non, on estime que quand il a été question d'instaurer cela au moment du président Patrice Talon, c'était pratiquement vers la fin de son mandat. Mais pour le président Romuald Wadaï, il a commencé pratiquement son régime, ou en tout cas sa gouvernance, avec les ministres conseillers. Vous prenez ça toujours comme une option, une forme de remerciement aux acteurs politiques et autres. Sinon, comment vous voyez ça? Bon, d'abord, il faut dire que Romuald Wadaï, Patrice Talon, et Romuald Wadaï dans l'opérationnel, s'il veut être dans la continuité, il ne faut pas voir les choses comme si, il prend, il replâtre, il fait du copier-coller, non.
il regarde dans ce que Patrice Talon a fait et qui les acquis, ce qui peut être pérennisé, il le fait. Il avait la latitude de ne pas le faire. Et je pense que si le collège des ministres conseillers n'avait pas apporté quelque chose à la gestion gouvernementale d'efficace, eh bien, il n'aurait pas vu ça comme un acquis et pérenniser ça. Et ça, il faut maintenant aller vers le discours qu'il a tenu quand il a rencontré les ministres conseillers. Il leur a rappelé d'abord que ce n'est pas une affaire de représentation de région, ce n'est pas une affaire je représente tel parti politique, on est tous au service de la nation. Et il a insisté sur la loyauté, il a insisté sur l'intégrité, il a insisté sur l'exemplarité. Et il a insisté sur la solidarité. La solidarité, ça répond à votre question que vous posiez tout à l'heure, à savoir les rapports, la nature des rapports fonctionnels et hiérarchiques. Entre les ministres titulaires des portefeuilles et les ministres conseillers. Les ministres conseillers dépendent du chef de l'État directement, mais il y a une solidarité qui s'impose. C'est-à-dire que vous êtes ministre conseiller dans un secteur donné et le ministre qui tient le portefeuille dans le gouvernement, vous avez besoin d'être en symbiose, en solidarité pour que, d'abord, vous, ministre conseiller, vous puissiez avoir connaissance en temps réel des dossiers, ce qui se fait, se réalise, ce qui va se réaliser, et que dans la réalisation, que vous soyez dans la solidarité pour que celui qui est en train de faire réaliser dans son département ministériel puisse sentir qu'il y a comme un bras armé au plan du marketing politique vis-à-vis de la population pour accélérer les choses. Au plan de la propagande également, des actions de l'action de l'exécutif. Je vais vous dire quelque chose, c'est exprès que je n'utilise pas le mot propagande. Parce que de façon générique, le mot propagande a été rendu un peu vulgaire et peu péjoratif. C'est comme si on veut vendre tout. Et propagande, ça colle beaucoup plus à une période électorale et tout. Mais où il y a des régimes révolutionnaires, parti unique et tout. Non. Ici, il est question pour le ministre conseiller d'être à l'écoute plus régulièrement du citoyen, de remonter les informations et de promouvoir les actions du gouvernement auprès de ses citoyens. Et quand il va le faire, c'est-à-dire que le ministre qui est dans l'opérationnel ne se dit pas est-ce que ce qu'on est en train de faire maintenant, ces populations qui doivent adhérer à ce qu'on est en train de faire, qui doivent adopter une attitude qui facilite la poursuite correcte de ces actions-là. Parce que vous savez, je vous donne un seul exemple. Si des citoyens pour qui on réalise une infrastructure, par exemple, d'accord, ne sont pas suffisamment informés, ne sont pas amenés à adhérer à l'idée, ils n'offrent pas leur passivité bienveillante à ce qui va se faire, et quand c'est fait, ils ne se sentent pas concernés, et vous pouvez réaliser quelque chose de merveilleux, mais qui va être parfaitement inutile parce que la population va avoir l'impression que ça a été fait contre eux. Alors que, donc, c'est le fait pour eux, avec eux, avec leur adhésion et leur concours, que les ministres conseillers viennent aider à réaliser, en plus de ce que le porte-parole du gouvernement fait. D'accord, au-delà des couloirs, je dirais, des ministères et autres, où naturellement, il faut échanger, permettre aux ministres conseillers de mieux s'approprier des documents ou en tout cas des dossiers, parce que lui aussi, il aura à travailler sur le terrain. Comment on fait pour qu'il n'y ait pas de collusion, j'exagère peut-être avec l'expression, n'est-ce pas, pour qu'il n'y ait pas, je dirais, de choc ou en tout cas de gêne entre les deux acteurs sur le terrain, parce qu'en dépit de tout, le ministre titulaire du portefeuille ne va pas se contenter du bureau, des bureaux, il sera à des moments donnés sur le terrain. Comment on fait pour que vraiment il n'y ait pas des coups de gueule, des casse-pieds ou pourquoi pas des collusions, comme je le disais tout à l'heure? Sur cette question, je crois que il faut demander au président Talon, parce que c'est lui qui a
c'est lui qui a expérimenté cette affaire-là. D'accord. Maintenant, on est en action avec le président Romuald Wadha. Oui, lui aussi. Oui, on se dit que le temps talent est passé avec l'expérience qu'on a eue. Cette fois-ci, on est en train de l'expérimenter avec Romuald Wadha. Comment on fait pour que, s'il s'agit à des moments donnés des mêmes acteurs, que sur le terrain, il n'y ait pas, je dirais, des... Oui, vous savez, il a eu l'alchimie de tout faire pour qu'il n'y ait pas crise d'autorité. D'accord. Les crises d'autorité, c'est-à-dire que Pierre dit quelque chose et puis Jacques dit quelque chose, dit le contraire. Ouais. Et donc, il a eu quand même l'autorité de gérer la guerre de leadership s'installe par endroits. De gérer ça. Oui. De gérer ça. Et donc, l'autre chose aussi, c'est que il y a le porte-parole du gouvernement, qui était secrétaire général adjoint à l'époque, avait aussi le rang de ministre en tant que secrétaire général adjoint du gouvernement. Oui. Et donc, lui aussi, il faisait de telle sorte qu'il n'y ait pas cela. Parce que quand le gouvernement veut s'exprimer, c'est lui qui s'exprime. Oui. Et donc, pour aller sur le terrain, les autres vont sur le terrain. Oui. Et donc, cette cohésion gouvernementale, on le doit au chef. Oui. Et donc, on va voir si sur le terrain, puisque ce sont les mêmes, pas pratiquement les mêmes personnes, puisque ce sont le même système, on verra la touche que le président Wadha donne à ce collège de conseillers pour qu'il y ait du résultat. L'autre chose, c'est que le dispositif de collège de conseillers a eu quand même un résultat, puisqu'il y a des ministres conseillers qui ont été promus ministres. C'est ça. Donc, si ce dispositif n'a pas eu de résultat, et donc il n'y aura pas, on n'aura pas des ministres conseillers qui sont ministres, qui sont devenus ministres. Et donc, ça veut dire que quelque part aussi, ils maîtrisent aussi un tout petit peu, ils maîtrisent aussi les dossiers. Puisque apparemment, nous avons vu que ils ont eu pratiquement les domaines, ils ont été nommés ministres dans les domaines dans lesquels... Donc ils ont été ministres titulaires dans les domaines où ils avaient été... Voilà, donc certains ont même parlé de stage. Voilà, donc ça veut dire que c'est une étape avant d'être ministre. D'accord. Donc, ça veut dire que ce que nous débattons en réalité pour dire qu'il n'y a pas de collusion sur le terrain et qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de collusion sur le terrain, en réalité le problème ne se pose pas. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de petites choses à gauche à droite. Oui, c'est-à-dire là où il fallait voir le pied du ministre titulaire, on a vu pratiquement le bras du ministre conseiller. Nous sommes des humains. Il y a eu toujours, il y aura toujours. Alors, comment on gère cette question de leadership, cette guerre, les guerres liées autour en tout cas de leadership? On se dit oui, on attend le ministre titulaire, c'est le ministre conseiller qui vient parler, ou bien c'est lui qui vient poser l'action, c'est lui qui... Bref, comment on fait pour éviter vraiment qu'il n'y ait pas, je dirais, en tout cas que l'un ne marche pas à la place de l'autre? Bon, vous savez, je vais vous surprendre. Faute question. Moi, ça me dérange parce que, si c'est des gens compétents qui sont nommés aussi bien ministres titulaires de portefeuille que ministres conseillers, s'ils sont compétents, ces genres de situations, ils vont les anticiper. Et quand ça va arriver, en fait, ce ne serait pas synonyme d'échec de cette politique, de cette option, de cette architecture-là. Non. Parce que ce que vous dites là, même entre ministres titulaires de portefeuille ministériel, le risque existe. On vous appelle au gouvernement parce que vous êtes compétent, vous êtes rassasié de connaissances dans un domaine pour aider le chef de l'État à mettre en œuvre son programme d'action du gouvernement. Mais on vous appelle aussi parce que vous avez de l'expérience dans la cohabitation avec d'autres personnes. Mais malgré cette expérience dont vous parlez, il y a eu des cas, parce que vous-même vous montrez qu'il n'y a pas de risque zéro, même s'il s'agit seulement des ministres titulaires. Alors comment on fait pour que cela ne joue pas sur le rendement, sur les résultats des différents ministres ou des différents membres du gouvernement? Très bien. On joue pour qu'il n'y ait pas ce problème et que cela n'ait un impact négatif sur les résultats. La première condition, c'est que les ministres nommés, les ministres conseillers, sachent que c'est un président de la République qui les a nommés et que le président de la République a dit vous êtes solidaires. Ça veut dire que vous partagez des informations. D'accord. Donc vu que le ministre conseiller dépend du chef de l'État, ça veut dire que celui à qui il rend compte de ses actions, y compris de ses définitions, c'est le président de la République. Maintenant, il reste solidaire des autres ministres conseillers, mais d'abord du ministre titulaire du portefeuille. Maintenant, si entre les deux,
pour échanger. Si lui, il a besoin des informations, par exemple, pour promouvoir l'action du gouvernement dans le domaine, et qu'il a la preuve matérielle que le ministre titulaire fait obstruction, mais il s'en remet au chef de l'État. Allez, votre mot de conclusion, ma vie déclarée. Je crois que c'est vrai, il n'y a pas de risque zéro, mais je crois qu'il n'y a pas de problème dans cette affaire. Parfois, ils sont soutenus ensemble. Le tout dépend du président de la République qui est le chef du gouvernement. Et puis, il y a ce qu'on appelle la cohésion gouvernementale. Nous l'avons déjà subi pendant 10 ans. On n'a pas eu de crise d'autorité. Et je ne pense pas que c'est sous le président Wadaï que nous aurons cette crise d'autorité au gouvernement. Et justement, vous savez pourquoi il y a un coordonnateur du collège des ministres conseils. Ça veut dire qu'il y a une concertation qui se fait pour que les actions soient cohérentes et que l'un coordonne. Voilà, et donc il y a merci beaucoup. Il n'y aura pas de confusion. On a des ministres. Ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Canal Sport, c'est tout à l'heure à 21h avec Candide Moueto. La rediffusion de votre numéro de l'info continue tout à l'heure à 23h et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.